Merci beaucoup. Cette première escale de Jeanne, car c'est la première escale de cette rentrée du mois de septembre 2022, commence par une très belle berceuse de Natasha Nikolaeva, qui est née à Saint-Pétersbourg, qui est mariée en Ukraine et qui, avec les derniers événements, est ici, en France, après avoir quand même beaucoup traversé de pays, traversé beaucoup de frontières. Et elle est chez mon invité, Marc Bourriche, qui à la fois lui permet de continuer de chanter, d'oser espérer en la bonté des hommes et peut-être, je l'espère, en l'avenir. Donc c'était la première escale de Jeanne, c'est la première escale de Jeanne de la rentrée en ce mois de septembre 2022. Mon invité est médecin, psychothérapeute, marin et auteur. Marc Bourriche, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous reprenez cette phrase de Hölderlin, il faut accepter de venir désarmé. Accepte-t-on facilement de venir désarmé? Et quel seuil de soi faut-il franchir pour l'être vraiment? Je crois que la vie ne nous laisse pas le choix. Certains événements font que être désarmé est la seule manière d'y survivre. Et lorsqu'on accepte d'être désarmé, la survie nous paraît beaucoup plus facile que lorsqu'on est toujours bardé de défense. Donc être désarmé n'est pas une décision. C'est un événement qui nous arrive et que l'on reconnaît comme étant salutaire et fécond. Donc être désarmé, c'est aussi apprendre à accepter de jeter tout le lest, en quelque sorte, de soi, et de venir pour repartir. C'est un peu ça? C'est une expérience d'accepter le non-savoir comme étant une expérience de libération. Qu'est-ce que le non-savoir? Le non-savoir, c'est ne pas s'appuyer sur nos connaissances, sur nos croyances, sur nos théories pour vivre, mais accueillir la vie dans ce cas-là d'inconnu, d'imprévu, d'imprévisible, d'un peu mystérieux, alors que généralement nos croyances, nos savoirs, nos théories, nos convictions nous empêchent d'être au contact du réel. Et donc le non-savoir est une libération quand on l'accueille. Quand on résiste au non-savoir, on se barde et on se protège derrière nos connaissances, mais on se protège de la vie. Or, c'est la vie qui nous enseigne, c'est pas les connaissances. De par votre métier, il y a rencontre entre l'écoutant et l'écouté. Quand est-ce que l'écoutant se sent lui-même écouté en écoutant l'autre? Alors, si vous me parlez de l'écoute, la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'écoute, c'est une méditation qui n'est pas différente des méditations que l'on fait quand on est dans un temple bouddhiste. C'est pas différent. La seule différence, c'est qu'on écoute quelqu'un qui vient et qui a une souffrance particulière. Mais le travail de l'écoutant, c'est d'être libre de ses représentations, de ses théories, de ses convictions, de ses opinions, de ses jugements, de ses points de vue. Et c'est en cela que l'écoutant est un méditant. Ensuite, le processus thérapeutique qui concerne à écouter quelqu'un en particulier, ça se fait dans une seconde étape. Mais la première étape de l'écoutant, c'est d'être dans cette disposition de réception absolue, sans interférence avec son propre monde. C'est en cela que écouter, ce sont des vacances. De soi? De soi, absolument. On est libéré de nos petites préoccupations et c'est des vacances. Donc quand j'écoute, je suis en vacances. Vous êtes au service de l'autre? Au service de la vie. Au service de la vie. L'autre fait partie de la vie et moi je fais partie de la vie. Quel est le sens, donc vous me l'avez donné, du mot écouter? Vous me l'avez donné déjà, je pense. Et vous, comment vous aimeriez être écouté, Marc? En avez-vous besoin? Sans doute, mais c'est quelque chose que je ne peux pas provoquer. C'est quelque chose qui vient ou qui ne vient pas. Si ça vient, je l'accueille. Si ça ne vient pas, j'essaye de l'accueillir. Et on peut vivre dans un monde en ayant, je dirais, des appuis qu'on s'est presque forgés en intérieur, sans être écouté.
Je crois que c'est la finalité ultime de la libération, d'être libre. Il y a un très beau passage de Colette Nice-Mazur, qui est une belle poète que j'aime beaucoup, qui parle du mot seul. Alors seul, elle dit S comme solitaire, E comme esselé, U comme unique, L comme libre. Alors, solitaire, on est seul, on meurt seul. E comme esselé, on a besoin des autres. Un compagnon, une compagne, la relation humaine. Nous sommes des êtres qui vivons à l'interface entre le vertical de la solitude et l'horizontal de l'amour. On ne peut renoncer ni à la verticale ni à l'horizontale. On est nécessairement crucifié. Si on veut être vraiment vivant, il faut accepter d'être crucifié entre la solitude et l'amour. Donc ça c'est E de esselé, U unique, singulier. Être singulier, c'est assumer d'être complètement qui on est, avec nos failles, nos faiblesses, nos difficultés, nos subjectivités, et de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et c'est seulement lorsqu'on ne parvient à être unique, singulier, sans rechercher l'approbation d'autrui, sans rechercher que les autres nous aiment, qu'on devient vraiment libre. C'est difficile, parce que ça, on n'a jamais été éduqué en fonction de ça. Nos vies, je dirais, actives, ne sont pas faites pour ça. J'aime beaucoup Colette Nice-Mazur et je sais comment elle déploie sa vie dans sa propre vie. Parce qu'elle a une famille, elle a des petits-enfants, je crois, elle a un monde entier. Donc, mais c'est pas facile. Mais je ne prétends pas que ce soit facile. Je comprends simplement que c'est un chemin qui m'intéresse. Oui, mais tout le monde ne peut pas le faire. Alors, ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire que c'est la vie qui décide, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est la vie qui nous montre le chemin. Moi, je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai rien décidé de ma vie. Ouais. Ma vie m'est arrivée, et lorsqu'il y a des événements qui m'arrivent, je fais des choix plus ou moins judicieux en fonction de ce que je comprends, de ce que je crois, de ce que je sens. Mais il y a un fil conducteur quand même qui est très ancien, c'est la joie. Et que quand je ne suis pas sûr du bon chemin, quand je suis à un carrefour, eh bien je choisis le chemin qui me donne le plus de joie potentielle. Vous êtes ami avec Christian Bobin? Ah, je ne sais pas si je peux dire que je suis ami, je peux dire que je l'aime beaucoup. Oui. La joie. Oui, la joie. Vous parlez beaucoup du poème comme étant, ou du moins j'ai l'impression que pour vous le poème est réparateur. Il répare quelque chose et il aide à se réamarrer à quelque chose quand on est flottant, quand on a tout perdu. Comment le poème est-il réparateur? Bien sûr, quand on dit poème, c'est le... Alors, je comprends votre question et j'essaie d'y répondre avec mes propres formulations. Oui, tout à fait. Le poème, c'est la partie émergée de Lisberg. Oui. Lisberg, c'est la vie poétique. Et la vie poétique, c'est la vie ouverte, comme on disait un peu tout à l'heure. C'est-à-dire une vie sans savoir, une vie sans plan de carrière, une vie sans projet particulier, mais une vie qui suit un monde intérieur qui est intuitif, qui est joyeux, et on a plus ou moins des objectifs, mais on ne sait pas comment on va les atteindre. Et c'est la vie qui nous donne les outils pour nous rapprocher de nos objectifs intérieurs. Donc, est-ce que vous voulez reformuler votre question? Parce que je crois que j'ai... Parce que je crois, si vous voulez, que je parlais du poème qui est réparateur. Oui. Alors, le poème, je dirais que non pas réparateur, mais libérateur. Libérateur. Et le poème, il nous libère des langues mortes. Qu'est-ce que les langues mortes? Ah, les langues mortes. Ce sont toutes les langues cristallisées. La langue scientifique qui sont des langues duelles. Il y a le savoir puis le non-savoir. La langue administrative, la langue des conventions, la langue des rapports de force politiques. Nos langues identitaires sont-elles aussi des langues mortes parfois? On va y venir. La langue économique, oui. C'est des langues mortes.
dès qu'une langue se cristallise, c'est-à-dire perd la polysémie du langage, elle devient morte. La poésie, elle est vivante en ceci qu'elle est polysémique. C'est-à-dire qu'elle se ramifie dans toutes les directions. Alors, pour le dire d'une façon poétique, une image qui m'est venue, c'est que le poème, c'est un torrent qui déboule dans les fissures du cœur. Et pour ça, il faut avoir le cœur un petit peu fracturé. Pour se laisser envahir. Pour se laisser envahir par un poème. Les quelques poèmes de mon livre sont des poèmes que je n'ai pas prémédités, qui me sont venus à l'improviste, comme ça, et que j'ai écrit à mesure qu'ils me venaient. Donc, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que le poème n'est pas l'expression de l'intellect, c'est la jonction entre le cœur et le regard. Le poème, c'est ce qui naît de cet carrefour entre le cœur et le regard. Et l'intellect, ensuite, il donne une forme, mais c'est un serviteur, l'intellect, c'est pas une source. Marc Bourriche, vous avez connu un grand deuil. Votre épouse, elle-même artiste, est décédée d'un cancer. Comment peut-on faire, je dirais, face à l'absence, qui n'est pas encore l'absence, que quand la maladie est longue, on vit avec quelqu'un qui va larguer les amarres. Comment se fait ce dernier face-à-face, en quelque sorte? Parce que ça forge aussi. Le poème, il est là aussi. Le torrent, il est là aussi. On est face à l'inconnu de soi, à l'inconnu de l'autre. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est toujours bouleversante quand je la raconte. Donc si j'ai quelques émotions dans ma voix, c'est pas grave. C'est pas grave. 2 ou 3 mois avant sa mort, nous savions que c'était la fin. Elle était assise dans le canapé, j'étais à côté d'elle. Elle a fondu en larmes. Et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, qu'est-ce qu'il va advenir de mes talents? Parce que c'était une peintre Oui. et une musicienne, Oui. et que pour elle, c'était un petit peu le cœur de sa vie. Alors elle travaillait comme infirmière dans les essais cliniques, mais ce n'était pas c'était pas sa vie. Voilà. Et pour elle, son drame, c'était l'idée qu'elle allait mourir et que ses talents resteraient sans successeur. Ça m'a bouleversé. Bien sûr. Ça m'a bouleversé. Et je crois que c'est peut-être un des éléments qui a fait que, lorsque je me suis retrouvé seul, sans enfant, veuf, j'ai découvert un peu la vie ouverte, la vie du non-savoir, la vie de l'inconnu. Et je me suis fait une promesse à moi-même qui est venue de façon tout à fait spontanée. C'était avec le temps qui me restait à vivre, les ressources qui étaient les miennes, la santé qui était la mienne. J'ai souhaité les consacrer exclusivement à la poésie et à l'art et aux artistes. C'est votre façon de la... C'est ma façon de la faire vivre, et d'où ce vitrail que vous connaissez Oui. peut-être dans la chapelle, en Normandie. Lorsque l'occasion s'est été présentée de créer un vitrail sur le thème de la muse, ça a été pour moi une façon de l'honorer. Et lorsque Natacha est venue dans mon appartement en Normandie, elle m'a dit « Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de photo de Suzanne ?» Alors je lui ai répondu spontanément, parce que Suzanne, elle n'a plus sa place ici, sa place est dans la chapelle, dans le vitrail. Et c'est à travers du vitrail qu'elle nous parle. C'est très beau et émouvant. Et l'absence, comment peut-on faire face après à l'absence? Tout le monde fait face à l'absence à un moment donné dans sa vie, que ce soit maladie ou autre, ou tout simplement à l'absence de soi. Parce que je pense que soi aussi, on ne reste pas indemne de tout ça. Oh non, on ne reste pas indemne. Vous avez dit un mot qui est très peu utilisé. C'est le vrai mot, veuf ou veuve. Ça veut dire qu'il y a dans ce mot un abîme de départ, d'absence, de vie retrouvée aussi. Parce que la vie à soi, elle est retrouvée aussi. Il y a plusieurs étapes. La première étape, je dirais celle qui m'a submergé, un peu à ma surprise, même si je suis thérapeute,
c'est la culpabilité du survivant. Oui. Et des pensées qui me sont venues de façon récurrente, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment aurais-je pu l'aimer davantage? Est-ce qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas suffisamment aimé? Donc cette vague de culpabilité du survivant est très... c'est un tsunami. C'est un tsunami qui nous habite encore pendant de longs mois après le départ. Ensuite, avec le temps, il y a un ressac et donc la vague reflue, mais ça a été là très présent. Ensuite, il y a l'étape de transformation. Comment va-t-on faire de cette absence quelque chose de fécond, Oui. au service de l'absent, mais surtout au service de ce que l'absent avait d'invisible et de ce que l'absent voulait faire de sa vie qu'elle n'a pas pu faire. Donc je me sentais investi d'une tâche de prolonger sa vie, et c'est comme cela que nous avons créé des concerts privés à la maison pendant 2 ans, Oui. où nous avions chaque mois un concert avec soit des artistes, soit des acteurs, soit des poètes, autour de la muse, autour de l'art, autour du théâtre, autour de la musique. Et que tous les mois, on invitait un petit peu toutes sortes de personnes du quartier, parfois des anciens patients, parfois des amis d'amis. Puis j'avais un ami très, très proche qui m'avait dit, écoute, moi je m'occuperai de préparer un dîner pour tout le monde. Et donc, chacun avait sa tâche en quelque sorte. Nous terminions le concert par un dîner collectif, on invitait tout le monde et c'était formidable. Marc Bourriche, je reviens à la notion de silence. J'avais lu de Jakita Alika-Vazovic que le silence est une matière organique. Elle vous pénètre. Il est des silences qui protègent, des silences qui tuent, des silences qui transmettent. Le silence est votre compagnon, mais c'est un silence sonore le vôtre. Qu'est-ce que le silence pour Marc Bourriche? C'est l'amour. C'est l'autre? L'amour. L'amour de tout, d'une personne, de l'univers. Ouais. Oui, parce que le silence, c'est l'accueil. Et l'amour, c'est l'accueil. L'accueil de ce qui est. Oui. Non pas l'accueil de quelqu'un ou de quelque chose, ou de ce que l'on voudrait, ou de ce que l'on désire, mais l'accueil de ce qui est. Donc être en silence, c'est accueillir. Donc c'est la partie féminine de notre être qui accueille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont tellement à nous apporter, parce qu'elles sont naturellement accueillantes, plus ou moins, mais naturellement, plus que les hommes qui veulent être dans l'action. Donc oui, le silence, c'est la capacité à être accueilli. Alors, je n'arrive pas toujours à être silencieux autant que je le voudrais, hein, rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous. Mais je sais que le silence, c'est le début de l'amour, en tout cas. Je vous ai vu une fois, c'était en 2019, vous interveniez dans un de mes films de mémoire, et puis il y avait beaucoup de monde, beaucoup de choses. Et puis à la fin, vous sembliez, vous étiez plusieurs à intervenir, vous sembliez comme vous aviez besoin de partir, de ne pas prolonger, je dirais, la sonorité qui était très intéressante. Hein, tout le monde a dit beaucoup de choses, mais vous m'avez dit, je ne pourrais pas rester, je dois partir. Quand vous vous livrez un peu, parce que ce jour-là, vous livrez, vous étiez là pour parler du livre de Brigitte Maillard, mais qui ne pouvait pas même être là. Pourquoi vous avez eu ce besoin de partir? Vous n'aimez pas la prolongation d'après le silence qui était vous à ce moment-là? Je crois que dans ce fil de mémoire, on a atteint des sommets énergétiques par les paroles qui ont été échangées, par les choses qui ont été dites, par les émotions qui ont été vécues. Et je crois que dans une relation humaine, dans une expérience humaine, c'est toujours bien de partir à temps, de ne pas laisser l'énergie redescendre. Oui. C'est comme un bon repas. Je me souviens d'un sage qui avait ce conseil magnifique. Il dit, le meilleur jeûne du soir, c'est de quitter la table en ayant faim. Oui. Et dans les relations humaines, c'est un peu la même chose. Une relation humaine, c'est une ascension, et puis il y a une décroissance. Et je crois que si on ne parvient pas à juguler la décroissance, il vaut mieux partir avant le début de la décroissance. Ne jamais être rassasié en quelque sorte. Jamais être rassasié, puis toujours garder le meilleur d'une expérience, le meilleur de l'autre. Oui.
le meilleur d'un vécu. Je souhaite parler de votre livre, Marc, que nous verrons tout à l'heure à l'écran, Éclairci en haute mer aux éditions Complicité. Vous avez reçu un prix. Le prix des Jeux de l'Académie des Jeux Floraux, le Grand Prix d'Académie, le prix Pierre-Georges Latécoère. Alors ce livre a plusieurs éditions, mais ce sont des éditions augmentées en quelque sorte. Ce sont des lettres d'escale. Et à chaque édition, donc comme je le disais, vous en ajoutez de nouvelles. Déjà le titre, parlez-nous du titre, Éclairci en haute mer. Alors on va revenir un petit peu sur les propos du début de l'entretien. La haute mer, c'est deux choses. C'est d'abord l'expérience de la navigation en haute mer, donc c'est un vécu, mais c'est aussi une métaphore. Et c'est la métaphore la plus parlante pour moi de la vie ouverte. La vie ouverte, c'est-à-dire une vie sans protection. Quand on est au milieu de l'océan, sur un petit bateau de 12 mètres ou de 14 mètres, avec 8 équipiers, et qu'on est soumis au vent, aux vagues, aux météores, aux intempéries, on est d'une vulnérabilité extrême et d'une liberté extrême. Et la haute mer, c'est ça. C'est vulnérabilité et liberté sont indissociables. Et la peur n'existe pas en haute mer ? Non, l'appréhension existe, mais il y a une façon de juguler la peur en haute mer qui n'est pas une répression de la peur, qui est une transformation de la peur. J'entends souvent parler de ce problème qui est un peu celui de la modernité, qu'il n'est pas bon de ne pas exprimer les émotions négatives. Alors les gens confondent juguler ou réprimer une émotion négative avec autre chose qui est beaucoup plus intéressante, qui est de la transformer. Oui. Donc les émotions négatives ne sont intéressantes que si elles sont transformées, pas si elles sont refoulées. Donc la peur en haute mer, la question n'est pas de la refouler, c'est de la transformer. Or la haute mer, on peut la transformer en action. Et dès qu'on est dans l'action, la peur s'en va. Il n'y a plus de peur. Alors justement, c'est une image bien sûr, ce que vous dites est beaucoup plus important. Mais vous dites que quand quelqu'un, un marin ou quelqu'un qui est à bord, a le mal de mer ou la nausée, il ne faut pas tenter de résister. Vous écrivez ça dans votre livre. Oui, tout à fait. Le meilleur moyen, c'est de se laisser aller, c'est-à-dire d'accepter. Oui. Accepter. Oui. C'est terrible d'accepter. Pas seulement en haute mer, le mot accepter, c'est renoncer en quelque sorte à garder la main. Je vais faire un petit aparté physiologique. Oui. Le mal de mer, il est généré par des tensions inutiles. Oui. Donc si on est malade et qu'on se crispe, on va être encore plus malade. Donc il y a une forme de laisser-aller qui est une sorte de relaxation au sens physiologique du terme, qui permet un rééquilibrage du nerf vagal entre l'ortho et le parasympathique. Car dans le mal de mer, il y a un déséquilibre ortho et parasympathique du nerf vague. Et il y a plusieurs techniques pour pouvoir retrouver l'équilibre, c'est se relaxer et de fixer le regard sur l'horizon. Oui. Parce qu'il y a aussi un effet au niveau des yeux et au niveau des oreilles qui contribue au mal de mer ou qui au contraire l'apaise. Il y a aussi des conditions instinctives. Ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, ne pas manger trop gras. Donc retrouver une cohérence, comme on parlerait une cohérence cardiaque pour les gens qui auraient une incohérence cardiaque. Voilà. Retrouver une sorte d'équilibre physiologique par des petits moyens, le manger du gingembre par exemple. Oui. Comment, dans un monde si liquide, océanique, incertain, venteux, est-il possible de faire ancrage? Puisque vous parlez d'ancrage aussi. Mais je dirais que le véritable ancrage, il n'a rien à voir avec l'extérieur, il a à voir avec l'intérieur. Oui. Et c'est quand tous les ancrages extérieurs disparaissent qu'on n'a pas d'autre choix que de s'ancrer intérieurement. Alors à quoi s'ancre-t-on? Au présent, à ce qui nous a fait vivre, à ce qui a de la valeur pour nous, à ce pourquoi on est prêt à mourir. Ce sont les vrais ancrages. Et lorsque je me souviens avoir travaillé dans un hospice en étant interne, on avait observé avec mes collègues qu'il y avait des gens qui mouraient très bien et d'autres qui mouraient très mal, qui refusaient la mort.
On s'est dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a telle différence entre deux catégories de personnes? Et on s'est rendu compte que ceux qui refusaient la mort, c'est ceux qui n'avaient jamais réussi à s'ancrer dans des régions de l'intériorité. Ils avaient toujours vécu la vie de quelqu'un d'autre. Oui. Ils n'avaient pas vécu leur propre vie. Ceux qui mouraient paisiblement, ils avaient vécu leur propre vie et ils étaient ancrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, tout à fait. Ce livre est une quête aussi. Tout ce que vous faites est une quête, j'ai l'impression, un chemin. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'était, à force de chercher le chemin, nous devenons le chemin, à force de le prendre. Comment on devient le chemin? Là encore, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire de façon volontaire. Je reprendrai un petit exemple personnel, une histoire personnelle. Lorsque je faisais mes études de médecine, j'étais en 2e ou 3e année, je ne me souviens plus. J'allais souvent passer du temps dans un monastère cistercien de trappistes pour pouvoir étudier parce qu'à la maison il n'y avait pas l'ambiance nécessaire. Et j'étais devenu ami avec un moine qui m'aimait bien, que j'aimais bien. C'était un moine qui aimait beaucoup les livres, la poésie, la littérature. Un jour, après le déjeuner du midi, il vient me trouver dans le réfectoire des hôtes et il me dit « Viens Marc, on va marcher ». Et on est allé marcher dans l'allée qui mène au monastère. C'était au mois d'août, donc les épis de maïs étaient hauts de 2 mètres au moins. Et je m'en souviens très bien, c'était une mémoire que j'aurais jusqu'à la fin de ma vie. Et puis on marche, on parle de livres, on parle de littérature, on parle de choses et d'autres. Et puis à un moment, avec sa main droite, il sort un livre de la manche de sa coule. Oui. Et il me tend ce livre, il me dit « Marc, ce livre, c'est pour toi ». Je regarde le livre. C'est un livre de Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl? Non. Non. Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien, élève de Freud, qui était juif, donc qui, après l'Anschluss, a été déporté à Auschwitz avec sa famille. Toute sa famille est morte, sauf lui. Il y a survécu physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et à sa sortie d'Auschwitz, il a créé ce qu'on appelle les thérapies existentielles, qui, à partir duquel il considère que à partir du moment où un homme trouve un sens à sa vie, il peut tout traverser, toutes les épreuves, s'il a un sens à sa vie. Et dans les stalags d'Auschwitz, il avait créé des cellules d'art où les gens composaient de la musique, les gens faisaient des petites pièces de théâtre, et tous ceux qui avaient participé à son travail avaient survécu à Auschwitz. Et les autres qui n'avaient pas de sens à leur vie, ils avaient disparu. Sommes-nous égaux devant cette façon de trouver un sens à notre vie? Je ne crois pas que nous soyons égaux. En rien d'ailleurs. Je ne crois pas que nous soyons égaux. L'égalité, elle ne se situe pas au plan des capacités. L'égalité, elle se situe au plan de l'humanité. Donc sur le plan de l'humanité, nous sommes tous égaux, en ceci que nous sommes tous humains. Nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Et il nous faut assumer cette différence. Je voudrais revenir à la solitude, Marc. Vous êtes, du moins vous donnez l'impression, comme je le disais tout à l'heure, d'être un solitaire. Parce que la solitude et le silence sont des choses très différentes, je crois. Vous donnez l'impression d'être un solitaire. Et en même temps, vous êtes dans la vie, vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un solitaire? Parce que je crois que solitude et solitaire, c'est très différent. Non? Je reprendrai ce petit mot de Colette Nice-Mazur, seul, S-E-U-L. Il y a une chose, et je m'en souviens depuis que je suis enfant, dont mes parents me parlaient et qui rendait un peu ma mère folle, c'est que j'étais un rebelle. Oui. Et que toute ma scolarité, je me suis fait renvoyer du collège parce que je me rebellais, je n'acceptais pas de me soumettre à l'autorité. Et je me rends compte que le goût de la liberté, je l'ai eu très très tôt. Donc le refus des conventions, le refus de la vie telle qu'on me l'a proposée, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis très tôt, depuis l'enfance. Et j'ai l'impression que je poursuis cela. Oui. Le besoin d'être libre fait que je n'aime pas la solitude, mais je refuse la promiscuité. Oui. C'est-à-dire des rapports
qui sont, je dirais, des façons de compenser la solitude. Je préfère être seul que mal accompagné, mais j'adore la belle compagnie. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que nous sommes tous là. Je voulais juste vous poser aussi une autre question. Vous aimez beaucoup, vous allez dans le désert, vous aimez le désert. Ouais. Moi, je crois que je mourrais si je vais dans un désert, mais bon, moi, je ne suis pas un exemple. Qu'est-ce que le désert, Marc? Ben, d'un point de vue phénoménologique, il n'y a pas beaucoup de différence entre le désert et la mer, et entre le désert et le silence. Et la société? La société, alors, je suis un navigateur, mais je ne suis pas un navigateur solitaire. Oui. Je suis un moine, parce que les navigateurs sont des moines, mais je ne suis pas un ermite, je suis un cénobite. Oui. Donc je navigue en monastère. Je comprends. Et j'ai toujours des équipiers avec moi. Et dans le désert, vous avez du monde avec vous? Ah oui. Bien sûr. Sauf une expérience de désert où j'étais pas seul, j'étais accompagné de 2 Touaregs qui ne parlaient pas le français, moi je ne parlais pas le Touareg. Donc d'un point de vue au niveau du langage, on était seul, mais au niveau de l'humanité, on n'était pas seul. Oui. Donc j'ai fait une traversée à pied de l'Aïr, qui est une région du Niger, où j'ai fait une expérience magnifique dont j'ai gardé une mémoire, je dirais, éternelle. Comment résiste-t-on au vertige quand on est dans un désert? Parce qu'on a l'impression, c'est comme en mer, que, moi sur un bateau, j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Au bout de quelques jours, j'ai besoin de terre. Le désert, c'est la même chose. Alors, non, je dirais autre chose. C'est que le désert, comme la mer, sont des expériences mystiques. Oui. Et je ne crois pas être un mystique au sens de la secte de Saint-Jérôme, mais il me semble avoir quelques aspirations mystiques, c'est-à-dire un goût pour le mystère. Mystique, pour vous, c'est un goût pour le mystère. Oui, bien sûr. Et la spiritualité et le mystique se ressemblent? La spiritualité, ce sont les outils que le mystique met en œuvre pour vivre sa vie de mystique, c'est-à-dire pour approcher les mystères. Mais les mystères, on ne les perçoit jamais. Les mystères, on ne peut que les approcher. Et c'est la confrontation entre notre humanité imparfaite et le mystère qui, lui, est unfathomable, en anglais, insondable. C'est dans cette confrontation, c'est en dialectique entre notre humanité finie et le mystère qui est infini, que notre être, notre singularité se développe. Notre goût de l'inconnu. Alors je voudrais vous citer Albert Einstein, qui disait: la plus haute expérience que peut vivre l'être humain, c'est d'être face au mystère, et que d'un point de vue, c'est une religion sans dogme. On est libre. On est libre. Et dans le désert, on est libre parce que ceux qui nous entendent vont revenir sur ce désert parce que on est libre, et on est libre, mais avec les autres. Avec les éléments. Et que moi, je suis toujours été dans le désert avec les autres. Mais il y a les éléments aussi, parce que le désert peut être très dangereux. Alors, le danger, il est dans la tête des Occidentaux qui ne sont jamais allés dans le désert. Mais quand on est en mer et quand on est dans le désert, on ne pense pas du tout au danger. C'est pas quelque chose qui nous préoccupe du tout. Mais on ne partirait pas. Pardon? Ou bien on ne partirait pas. Ou bien on ne partirait pas, ni dans le désert, ni dans la mer. Absolument, absolument. La question du danger ne nous effleure même pas. Pas du tout. Enfin, moi, elle ne m'a jamais effleuré. Quel est l'oasis de Marc Bourriche? Mon oasis? Oui. En ce moment? Oui. Je crois que j'en ai 2. Les vraies amitiés, oui. Celles qui durent. Oui. Et je suis très attentif à ce que mes amitiés durent. Alors les amitiés, elles ont des hauts et des bas, vous savez, elles ont des difficultés. On rencontre l'ombre de l'autre. Parfois l'autre stimule notre ombre, donc ça peut créer des ruptures. Mais je crois qu'une amitié qui est vraiment nourrissante est celle qui se traverse à travers toutes les épreuves et toutes les ombres. Je voudrais vous raconter une histoire. Lorsque je suis revenu de l'enterrement de mon épouse, parce qu'une partie de ses cendres sont allées sur une petite île qui est en face de mon village. Donc on a enterré ses cendres sur une île pratiquement déserte. Et une autre partie de ses cendres a été enterrée en Californie, puisqu'elle était issue d'origine de Californie. Et lorsque je suis revenu de l'enterrement californien, en rentrant chez moi, j'ai
Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé et je me suis fait une rupture de tendon d'Achille. Je me suis donc retrouvé seul chez moi. Mon chien venait de mourir, je venais de perdre ma femme. J'étais seul chez moi, dans cette maison qui avait été habitée par elle et par moi, avec chaise roulante et béquilles. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus faire mes courses, je ne pouvais plus faire ma cuisine et je ne pouvais plus consulter mes patients. Un arrêt brutal. Arrêt brutal. Et là, miracle. Un de mes bons amis, on se connaît depuis 40 ans, me dit « Oh, pas de problème, pas de problème. Je vais venir habiter chez toi, je vais faire tes courses, je vais faire ta cuisine, je vais te conduire au bureau le matin, je te reprendrai le soir, et puis quand tu pourras marcher, je retournerai chez moi. » Voilà, il s'appelle Michel. C'est extraordinaire. Donc je voulais le nommer. Voilà, ce genre d'amitié auquel je tiens. Oui. On aimerait tous avoir Michel je crois dans notre vie. Oui, je crois qu'on les a tous. Il nous faut les reconnaître, il nous faut les cultiver. En tout cas, voilà, vous me parlez de mon oasis, donc je vous dirais l'amitié et la poésie. La poésie. Ce sont mes deux oasis actuellement. Ça peut changer. Hein. Et la nature. La nature. La nature, oui. J'ai un goût pour l'expérience de nature, oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de médecine, de thérapie existentielle. Oui. Parce que bon, vous parliez des camps, vous avez fait, je crois, la médecine d'urgence aussi à une période. J'ai fait au début de ma carrière de médecin, j'ai fait la médecine d'urgence, mais j'étais tellement mauvais que ça n'a pas duré longtemps. En quelques mots rapides, qu'est-ce que les thérapies existentielles? Les thérapies existentielles, ce sont celles qui s'intéressent au sens de l'existence. Pourquoi est-on sur Terre? Alors, mes réponses personnelles, qui sont les miennes, c'est qu'elles sont un peu platoniciennes, c'est-à-dire que notre sens, ou plutôt notre vie prend sens quand on parvient, chacun à sa façon, à cheminer sur les routes qui nous conduisent au beau, au bon et au vrai. Voilà. C'est Platon, hein. Je n'invente rien. Et je crois que tout le temps qu'on est attiré en quête du beau, du bon et du vrai, on est sur un chemin, y compris s'il y a des épreuves. Les épreuves ne sont pas un obstacle, elles sont au contraire une façon d'aller un peu plus loin vers le beau, le bon, le vrai. Il y a eu des poèmes écrits dans les camps de concentration qui sont bouleversants. Oui. Etty Hillesum, que vous connaissez, est bouleversante de son parcours. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Edith Stein, elle est bouleversante. Donc, la beauté, la bonté, la vérité ne sont pas rendues impossibles par les obstacles. Il faut simplement creuser un peu plus loin. Marc, nous allons faire un peu comme à l'habitude, question-réponse rapide. Je vous donne un mot, vous me répondez par un mot. Le large. Libre. L'île rose. Tendresse. Le vent. Le souffle. La terre. La beauté. Le poème. La liberté. Dieu. Une quête sans fin. Rire. La joie. Couple. Le chemin. Chavirer. Bénédiction. Le chant. C'est HMP ou c'est HAT? Les deux. J'avais pas prévu. Natacha. C'est beau. Marc, vous êtes un romantique aussi. Je ne suis pas la seule à le dire, vos amis le disent, Natacha le dit. Et je me souviens dans un de vos spectacles récitant, vous chantiez tout doucement, comme ça, comme un murmure, à la Clairefontaine. On peut faire un peu ce chant? Et pourquoi ce passage? Qu'est-ce que la Clairefontaine pour vous et ce petit passage? Alors déjà, on va le dire. À la Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime,
jamais je ne t'oublierai. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que la Clairefontaine? Tout ça, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est ce que nous cherchons tous, plus ou moins confusément, avec chacun nos moyens. La limpidité d'un regard, la vérité d'une relation, la beauté d'un geste, la vérité d'une parole. Donc je crois qu'on est tous affamés de ça. Alors notre société nous le fait oublier, bien sûr. Le monde courant, le monde d'aujourd'hui, le monde technique obstrue cette quête. Mais je crois qu'elle est au fond de l'âme de tout être humain. Je n'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que la Clairefontaine et tout ce côté un peu, je dirais, non pas paradisiaque, mais très beau, dans la beauté réelle des mots, et de la profondeur de l'eau, on a l'impression d'y être. Vous aimez un autre mot qui est l'estran. Alors sur l'estran, vous pouvez me faire parler pendant des heures. Je sais, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question tout de suite, parce que, hélas, nous sommes obligés. Non, je plaisante. Qu'est-ce que l'estran pour Marc? Mais avant de parler de l'estran, je voudrais revenir sur la Clairefontaine. Oui. Vous m'avez dit gentiment, avec beaucoup de tendresse, que j'étais un romantique. Oui, vous êtes un romantique. Alors, sans doute, mais un romantique qui s'efforce, et ça nous amène sur votre deuxième question, qui s'efforce de rester en contact avec le réel, et avec la terre, avec la beauté de la terre et avec son âpreté aussi. Oui. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la croix, Oui. verticale, horizontale, singularité, amour. L'estran, c'est notre condition, que l'on le veuille ou non. Alors il y a une phrase dans mon livre que je vais reprendre à mon compte. Nous sommes nés de l'estran, de terre et d'insondable. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, notre condition humaine, elle est faite de certitudes, de réalités plus ou moins tangibles, que j'appelle la terre, et d'insondable. Et on ne peut pas vivre ni que dans l'un, ni que dans l'autre. Et quelque part, une bonne vie telle que je la comprends, c'est vivre dans les deux mondes, avoir un pied dans les deux mondes, dans l'insondable, dans l'invisible, dans le poème, et dans la réalité de la condition humaine, et de la souffrance de la condition humaine. Et c'est en cela que je privilégie la prose poétique, car la prose, c'est un pied sur la terre, et la prose poétique, c'est un pied dans l'invisible. Donc, la prose poétique me permet de naviguer entre les deux régions de mon cerveau, celle qui est ancrée sur le réel, dans le rationnel, et celle qui est ouverte à l'intuitif et à l'invisible. Donc l'estran, pour moi, c'est ça. Mais c'est une navigation acrobatique, l'estran, hein, parce qu'on ne sait jamais si la mer va être haute, va être basse. La vie est un estran. La vie est un estran. Il nous faut simplement assumer d'être sur cet estran-là. Hélas, le temps nous oblige. On serait resté des heures parce que chaque sujet, on l'a effleuré, on est reparti, on est revenu. On a fait un peu comme des escales avec des coups de vent, des coups de mer. Même le décor d'habitude ici est beaucoup plus... il y a plein de choses, il est un peu dépouillé. Marc, vous donnez l'impression que s'il y a abandon, nous pouvons être sauvés par les éléments, par le poème, par la vérité, non seulement du poème, mais par soi aussi. C'est extraordinaire de penser qu'on peut être sauvé par soi quand on est en train de penser qu'on a tous besoin de au secours, au secours. Alors tout dépend de ce qu'on appelle le soi. Qu'est-ce que le soi? Le soi, c'est pas le moi. Hein. Le soi, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est invisible, auquel on fait confiance sans savoir ce que c'est. Donc certains vont l'appeler Dieu. Moi, je préfère l'appeler l'invisible. Je voudrais vous raconter une anecdote parce que les anecdotes me parlent plus que les concepts. À la fin des concerts dont je vous parlais tout à l'heure, Oui. Je me suis trouvé un peu démuni parce que les concerts, on les a fait pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, on sentait que ça tournait un petit peu à vide. Je n'arrivais plus à renouveler ni les artistes, ni l'audience. Et il y a eu l'expérience du vitrail. Oui. Le vitrail qu'on a créé pour Suzanne, c'était en 2016. Dans un petit village de Normandie, il y avait beaucoup de monde, c'était magnifique. Et Brigitte Maillard est venue pour inaugurer ce vitrail, elle a proposé sa poésie. Et en étant à Carteret, dans ce petit village, je me suis dit, ma vie est ici. Voilà, ma vie est ici, il faut que j'habite ici. Donc je déménage, je m'achète une maison, et puis je vis à la campagne, au bord de la mer,
avec mes livres, ma poésie. J'étais naïf. Mais ma naïveté m'a amené à acheter un petit manoir. Oui. Une folie. Hein. Un manoir, c'était un peu... Il est hanté. Attendez, c'était un peu les Hauts du Hurlevent. Ah oui, oui, voilà, je vois. Un manoir du XVIIe siècle, au bord de la mer, avec les dunes, Oui. sauvages. Je l'ai acheté avec l'idée d'en faire une résidence d'artiste. Donc j'avais demandé à une amie anglaise, avec qui j'avais déjà fait des spectacles poétiques sur Hafiz, le poète soufi, si elle serait intéressée de venir pour créer une résidence d'artiste à deux. Ah, elle m'a dit oui, d'accord, justement, ma vie en Angleterre commençait un peu à tourner en rond. Et d'accord, donc je signe, j'achète le manoir, une folie. On déménage le 1er novembre 2016. Mon amie arrive dans ce manoir, elle ne l'avait pas vu, j'avais envoyé des photos, mais elle ne l'avait pas vu. Et là, tout d'un coup, elle se dit, waouh, des murs épais comme ça, des plafonds de 3 mètres, un manoir magnifique en granit, mais vous voyez, Oui. un manoir de bord de mer, Oui, oui, oui. les Hauts du Hurlevent. Et au bout de quelques jours, elle me dit, ça ne va pas le faire, je ne vais pas y arriver. Et elle est repartie en Angleterre. Je me suis retrouvé seul avec ce manoir sur les bras. Et là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, je n'aurai pas l'énergie. Je me suis rendu compte que j'avais trop besoin de la vie sociale, trop besoin de la vie interactive, trop besoin d'une vie un peu plus culturelle. Et là, j'étais perdu au bord de la mer, au milieu de nulle part. J'ai réalisé que ça n'allait pas le faire, je n'allais pas y arriver. Alors, j'ai pris une décision un peu radicale. Je me suis dit, bon, j'allais d'abord me restaurer en prenant un mois de vacances en Californie chez mes amis. Et puis il faut que je retrouve à me loger parce que j'avais tout laissé. J'avais laissé mon cabinet, mes patients, Oui. mon logement à Paris, j'avais tout laissé. J'avais fait les tables rases. Mais je dois vous avouer, c'est pour répondre à votre question, je suis passé par des moments extrêmement sombres. Oui, Je voyais plus d'avenir, je la comprends d'autant mieux, Natacha. oui, bien sûr. Me retrouver à me loger, où, comment, que personne, j'avais tout laissé tomber. Bien miracle. Quand j'ai acheté le manoir, j'avais tous mes documents économiques sur une clé USB. Et puis en allant sur un vieil ordinateur que j'avais, j'ai trouvé un site de location. J'ai trouvé une location à Maison Lafitte, juste à côté de l'appartement où Suzanne est morte. C'est fou. Dans un autre immeuble, juste à côté. C'est fou. Et puis j'ai envoyé mes documents et le propriétaire a dit bon, voilà. Donc je suis toujours en location. Hein. Et le manoir est là? Alors le manoir, évidemment, comme c'était un manoir que j'aimais beaucoup, ben, j'ai consacré une partie de mon temps à le restaurer. Oui. Mais en étant à Paris. Donc j'allais faire Vous aviez l'impression que voilà, vous n'étiez pas... Voilà, il fallait que je m'occupe de ce manoir. Voilà. Il fallait que je m'occupe de quelque chose. Oui. Il fallait que je prenne soin de quelque chose. Je ne pouvais plus prendre soin de ma femme. Je ne pouvais plus prendre soin de poésie. Donc il fallait que je prenne soin de quelque chose. Donc j'ai pris soin d'un manoir, des vieilles pierres. C'était aussi un vieux rêve, hein, prendre soin de vieilles pierres. Donc j'ai restauré le manoir. Et puis une fois qu'il a été restauré, au bout de 2 ans, je l'ai vendu. Mais je suis passé par des périodes très sombres. Pour répondre à votre question, c'est une amie poète, Lise, dont j'ai préfacé le livre qui est publié chez Jean Lavoué, à l'enfance des arbres, qui un jour m'envoie un poème, et c'est un poème de Tristan Bobin. Et ce poème m'a complètement transformé. J'ai lu le poème et j'ai su que ça allait marcher. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est un poème qui a fait que je suis sorti du trou et que j'ai retrouvé le chemin d'une nouvelle vie. Donc, je suis revenu à Paris, et puis mon ami avec qui je partageais un cabinet m'a dit viens travailler dans mon cabinet. J'ai retrouvé des clients et la vie a redémarré, Oui. et puis j'ai retrouvé un appartement, et puis voilà. Ce poème, on ira voir ce que c'est que ce poème qui redonne ce coup de fouet en quelque sorte. Ouais. Marc, dans votre livre, on va presque finir, hélas, vous écrivez « Le difficile n'est pas d'écrire un livre, mais d'établir un rapport au langage qui ouvre à l'âme l'étendue des possibles. » Alors vous abordez la question du langage, là Oui. encore, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler très longtemps parce que le langage me passionne, à la fois parce qu'il est une ouverture et un obstacle selon la façon dont on l'utilise. Et quand je vois les drames relationnels qu'il peut y avoir entre les gens, parce que les gens n'utilisent pas le langage de la bonne manière, le soin
que j'essaye, et je ne vous dis pas que j'y arrive, que j'essaye d'apporter au langage est extrême, parce que je sais qu'avec le langage, on peut ressusciter ou on peut tuer, soi-même et les autres. Donc, le langage est une autre chose que je dois dire à propos de ce livre, qui a été pour moi un mystère. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du style de ce livre, mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre, je n'avais jamais écrit avant d'écrire ce livre. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 60 ans. J'en ai 74. Ma première lettre, elle date de 2007. J'avais 59 ans. Et le style qui est venu sur ma plume est un style fini. Je n'ai jamais travaillé ce style. Il m'est venu. Donc il était là, il préexistait. Il s'est simplement révélé parce qu'il y a eu une ouverture que je ne peux pas comprendre ni expliquer, qui a fait que tout d'un coup, le livre est venu avec un style qui est déjà formé. Ça, c'est assez incroyable. Donc, je reste perplexe sur cette expérience que je ne peux pas expliquer. Ce livre, je l'ai lu et je le pose et je relis. C'est un livre d'escale. Ce sont des lettres d'escale. Et en même temps, on a besoin parfois de s'arrêter à un mot, de reprendre un autre. Je passerai des heures à vous parler de ce livre. Hélas, nous n'avons pas le temps. Cette escale, Marc Bourri, je voudrais la dédier à votre chère absente, votre épouse. Lily Rose ? Lily Rose, alors elle s'appelle Suzanne. Oui, je sais. Mais dans les derniers mois de sa vie, elle m'a dit, Marc, maintenant, à partir de maintenant, je sais que je vais mourir, je veux que tu m'appelles Lily Rose. C'est très beau d'ailleurs. Et je trouve que Lily Rose, c'est comme ça, ça donne à notre imaginaire quelque chose qui est à la fois dense et léger. Et je voudrais, si vous le voulez bien, que vous lisiez la dédicace que vous avez vous-même faite à votre épouse dans le livre. Et nous verrons le livre tout à l'heure. Je vais vous lire les deux dédicaces, si vous voulez bien. Oui. Bon vent à toi, chère Lily Rose, marin de haute mer, vivante du grand large, navigatrice de l'invisible. Tu mis à la voile aux aurores du 21 mai 2013 et cingle à jamais vers l'au-delà des mondes. La seconde dédicace est de Marcel Arlan. Oui. Écrire. À quoi bon une œuvre si elle ne peut se confondre avec l'amour, et si le chant qu'elle ébauche, tandis que je vais sur ma faim, ne peut monter d'un cœur plus nu. Un grand merci. Nous allons finir cette escale, hélas. On est obligé de finir. Nous sommes à la contrescarpe, comme d'habitude. Je voudrais finir avec Natacha, qui va nous chanter la fin. Un début, en quelque sorte. Et c'est toujours la berceuse. Alors déjà, Natacha. Natacha, c'est un nouveau miracle qui est arrivé dans ma vie. Natacha est réfugiée de la guerre d'Ukraine. Elle a erré pendant 3 mois d'auberge de jeunesse en hôte occasionnel dans les différents pays d'Europe. Puis un jour, par l'intermédiaire d'une amie que nous avons en commun en Californie, qui m'envoie un message par Facebook, elle me dit tiens, il y a Natacha qui est réfugiée d'Ukraine et qui cherche un refuge parce qu'elle erre depuis 3 mois et qu'elle a besoin de stabilité. Et donc je contacte Natacha par WhatsApp et je lui dis voilà, si tu veux venir habiter avec moi, je peux t'offrir ceci et cela, et puis on verra si ça fonctionne et si on peut vivre ensemble, cohabiter. Et donc elle est arrivée et c'est un des plus beaux moments de mon année, j'ai envie de dire. C'est un petit miracle qui m'est arrivé, Natacha. En tout cas, moi je suis ravie que Natacha soit avec nous aujourd'hui. J'ajoute simplement que la maman de Natacha est toujours à Saint-Pétersbourg, c'est bien ça, elle est à Saint-Pétersbourg, et que Natacha est elle est née à Saint-Pétersbourg, c'est bien ça. Et puis elle est mariée à Kiev, elle vit à Kiev, et puis en Ukraine, je veux dire. Et nous sommes heureux d'accueillir Natacha. Je vais juste détacher le micro. Et c'est Natacha qui va chanter une berceuse.
Будеш легко сильно спати, будеш здорово ставати. Лесенько, засниш, засни, малесеньке. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci, c'est une berceuse, je crois. Marc, merci beaucoup à vous pour cette escale. On aurait voulu rester des heures. On n'a pas pu rester des heures, hélas. Mais ce n'est que partie remise, parce que ce sont des rencontres, les escales. Et j'ai de la chance, parce qu'une escale, c'est accoster sans savoir ce qu'on va trouver. On peut repartir le bateau vide, on peut ne pas être accueilli, et on l'a été. Et je vous remercie beaucoup, Natacha, parce que c'est vous, quelque part, qui accueillez cette escale. Et nous sommes accueillis par votre voix. Un grand merci. Merci beaucoup, beaucoup. C'était l'escale de Jeanne, donc, la première fois, donc de ce 1er septembre. Et nous repartons, donc, d'escale en escale. Merci, merci à tous.